Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pourquoi c'est rentable pour votre entreprise de participer à la création d'une société bonheur responsable. Bonjour Internet, bonjour tout le monde, bonjour les entrepreneurs et les managers. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi c'est important pour une entreprise de militer bonheur responsable. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste et surtout en quoi ça peut vous rapporter. En quoi ça va être... vous allez apprendre beaucoup de choses. Enfin, je le souhaite bien. Et aussi, avant d'entrer directement dans ce contenu, je voudrais faire un parallèle avec l'écologie. Vous savez, une entreprise aujourd'hui qui n'est pas écologique, elle paraît pas bien auprès de ses pairs. Je pense que d'ici 10 ans et la crise, je crois que ça accélère le mouvement. Je crois que les entreprises qui n'auront pas le souci du bonheur au travail pour leurs employés et pour eux-mêmes, ils vont avoir l'air comme les entreprises qui font pas attention à l'écologie. Donc, ils ont l'air ridicules aujourd'hui comparativement à il y a 20 ans. Donc, moi, je vous prédis que d'ici quelques années, les entreprises devront prendre le virage bonheur responsable. D'ailleurs, j'y travaille. Donc, mais j'ai des belles surprises pour vous parce que le bonheur, c'est rentable pour une entreprise si vous savez le manager. Donc, c'est là-dedans que je vais rentrer. De ce pas et puis on se retrouve tout de suite après la petite présentation de l'ambassade du bonheur. Ça dure une dizaine de secondes et puis je vous dévoile tous mes secrets à ce sujet. Donc restez là, on se retrouve tout de suite après. Donc, rebonjour Internet, rebonjour tout le monde. Nous voici au cœur de notre présentation. Excusez-moi, je suis un petit peu maladroite. Je suis moins habituée de faire des vidéos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. C'est pas grave, on continue. Mieux vaut fait que parfait. Donc, dans cette vidéo-là, j'aimerais ça qu'au bout, vous puissiez prendre une prise de conscience que les entreprises ont de l'importance. Ce sont des acteurs, des joueurs actifs dans le changement sociétal qui s'en vient en ce moment. Aussi participer à la naissance d'une société plus équitable et tournée vers un futur plus respectueux du bonheur de chacun et aussi du collectif humain. C'est important d'inclure tout le monde dans le bonheur. On peut pas plaire à tout le monde, mais on peut se forcer pour que chacun puisse avoir un petit peu plus de bonheur. Donc, on veut donner aussi l'espoir avec cette vidéo-là, donner l'espoir aux entreprises, aux managers, aux entrepreneurs et leur donner l'envie de passer à l'action avec leur entreprise et expérimenter le management du bonheur au travail. Restez là, je vous présente tout ça. Donc, pour commencer, je vais vous parler de la petite catastrophe. Ce qui est arrivé, en fait, construire une société bonheur responsable, c'est nouveau naturellement, mais je vous dirais que le mouvement est là depuis une dizaine d'années à peu près, peut-être un petit peu moins. On a Isaac Getz qui a fait des recherches sur les entreprises où les employés étaient soi-disant les plus heureux. Et ils ont découvert que ces entreprises-là performaient. Donc, mais il y a aussi une rumeur qui dit que les entreprises qui ont le bonheur au travail en priorité, c'est un petit peu un mythe. Mais moi, je vais vous montrer avec ma gestion de projet et aussi d'autres outils que j'ai acquis avec les années il y a moyen de manager le bonheur pour que ce soit rentable. Donc, en fait, je vous ai parlé de l'écologie, en quoi je fais le parallèle avec l'écologie. Faut aussi prendre en compte que
la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, le bonheur au travail des humains était secondaire. Mais les mœurs ont énormément changé, au moins depuis 15 ans, mais peut-être même plus. La hiérarchie du pouvoir devient de plus en plus désuète aujourd'hui. Oui, c'est encore très populaire, mais quand on goûte la performance par le bonheur, ben ça change beaucoup de choses. Et surtout quand l'entreprise reste rentable ou même augmente sa rentabilité grâce à du management du bonheur au travail, ben ça fait changer les mœurs, veux pas. Donc aussi, il y a beaucoup de souffrances et de douleurs qui sont acceptables depuis la Deuxième Guerre mondiale, disons. Probablement avant ça, mais on se réfère ici à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on a des images, on a beaucoup de documentation sur cette époque. Donc, la souffrance et la douleur au travail, ça a été acceptable jusqu'à aujourd'hui. Mais ça change. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus loin en quoi ça change. Il y a de la misère aussi. En fait, la misère engendre la misère. Plus tu crées de la misère, plus tu es dans la misère. C'est un peu ça. Mais ils ont découvert, des chercheurs, c'est vraiment scientifique, des chercheurs, ils ont découvert que le bonheur aussi, c'est-à-dire que le bonheur engendre le bonheur. Donc, puis en plus, ils ont découvert qu'on pouvait s'entraîner au bonheur. Disons que les scientifiques nous promettent pas un bonheur miracle qui apparaît comme ça par enchantement, mais ils nous promettent comment je pourrais dire, on va être quand même un petit peu plus heureux si on s'en donne l'effort. Et aussi, en plus, en s'entraînant à être plus heureux, on acquiert des forces que quand on s'entraîne pas au bonheur, on n'a pas. Puis ça, je vais vous les expliquer, peut-être pas précisément dans cette vidéo-là, mais en tout cas, vous allez découvrir vraiment des trucs surprenants sur le bonheur avec moi. Donc, poursuivons notre présentation. Construire une société bonheur responsable. La petite histoire de la catastrophe finit pas là. Elle se poursuit parce que, surtout au travail, c'est là qu'on voit le plus les douleurs, entre autres, parce que vous avez sûrement rencontré tout ça un jour ou l'autre de votre vie. Il y a des pollutions engendrées par le manque de bonheur. C'est quoi ces pollutions-là? Il y a la frustration. Quand on n'est pas heureux au travail, on a la frustration plus facile. Il y a la jalousie, les cancans. Quand on n'est pas heureux, c'est plus facile de faire des cancans, de parler dans le dos, par exemple, de l'entreprise ou des consoeurs et confrères de travail. Il y a l'impatience qui est plus fréquente, qui est plus facile à alimenter si on veut. Il y a plus d'incohérence. Quand on n'est pas heureux, on n'est pas tout là. On pense à notre malheur, on pense à notre douleur. On est plus grincheux, on est plus grognon. Pour les Français, je pense qu'on dit râleur. On est plus râleur. Ça nous rend souvent quand on a de la douleur, peu importe si elle est physique ou psychologique, ça nous rend rarement positif. L'abus de pouvoir, l'intimidation, la pollution par le manque de bonheur, ça incite à l'intimidation, aux abus de pouvoir. Le mobbing, c'est la destruction volontaire d'un employé. Il y a aussi la timidité bloquante. Disons que là, quand on est timide, on n'ose pas aller au-devant, on vit un certain inconfort, donc on n'est pas dans le bonheur. Donc quand on est dans un environnement qui nous rend timide de façon bloquante, ça sent pas la performance au travail.
Le principe de Peter, ben, c'est l'incompétence. Comment comprendre c'est quoi l'incompétence en entreprise, d'où ça vient. Parfois, l'incompétence, elle est calculée. D'autres fois, elle n'est pas calculée. Parfois, elle est consciente. D'autres fois, elle est inconsciente. Puis parfois, elle est provoquée. Et ça, on va le voir un petit peu dans cette vidéo. Mais j'aborde le sujet dans une autre, plus en détail dans une autre vidéo. Sur le principe de Peter. Et aussi, tout type de sabotage. Naturellement, quand on n'est pas heureux, disons, on ne devient pas saboteur parce qu'on est malheureux au travail. C'est pas ça que je dis. Sauf que le sabotage est beaucoup plus facile et plus accessible, si on veut. On oserait plus que si on est heureux. Quand on est heureux à un endroit, on veut y retourner. Quand on a du bonheur quelque part, on veut y retourner. C'est spontané, c'est naturel. On n'a pas besoin de forcer la note. Donc, il faut rendre le travail bonheur. Comme ça, ben, les gens ont le goût de rentrer au travail le lundi matin. Au lieu de dire, oh non, c'est lundi, ça va être plate aujourd'hui. En français de France, plate, ça veut dire ça va être ennuyeux. Voilà. J'essaie de traduire mes expressions québécoises, mais je les connais pas tous. Donc, poursuivons. Donc, ben, toutes les attitudes toxiques, conscientes ou non, qui peuvent être sous-jacentes à tout ça, ben, ça, moi, je rentre ça dans la pollution engendrée par le manque de bonheur. Donc, que va vous apporter cette vidéo-là? Ben, naturellement, je vais vous apporter des solutions à certains problématiques que vous pouvez rencontrer relatifs au bonheur au travail. Premièrement, c'est écologique d'être bonheur responsable. C'est une valeur sûre, puis en plus, ça ajoute à votre image corporative beaucoup de positif. Donc, je vais aussi vous donner des trucs pour diminuer la souffrance invisible et silencieuse dans votre entreprise. Il y a des stratégies préventives, par exemple, pour augmenter les performances. Il y a des stratégies préventives qu'on peut élaborer, augmenter des performances et diminuer des coûts, des gaspillages causés par le manque de bonheur. Ça peut se planifier. Je fais de la gestion de projet, donc ça devient un projet et puis je peux vous accompagner dans ce projet-là. Donc, de façon préventive, on peut augmenter les performances, diminuer les coûts et les gaspillages causés par le manque de bonheur. Savoir changer les mœurs pour le meilleur. Donc, implanter une culture du bonheur au travail au sein de votre entreprise. Il y a des méthodes nouvelles pour déléguer et manager par la confiance. C'est pas de donner les clés du jour au lendemain à vos employés. Faites ce que vous voulez. C'est pas ça c'est pas là-dedans que je vous embarque d'entrée de jeu. C'est pour en arriver là, ça demande du travail. Puis on n'en est pas là. Selon moi, vous en êtes pas là. Vous êtes au départ en fait, cette vidéo-là est plutôt une initiation à ce que le management du bonheur au travail peut vous apporter de bon. Donc, je vais vous présenter une méthode nouvelle pour déléguer et manager par la confiance. Savoir comment augmenter la rentabilité de votre entreprise grâce au management du bonheur au travail. Je vais vous présenter tout au long de cette vidéo et des autres vidéos beaucoup de trucs et d'astuces que vous pouvez mettre en action. Et avec ça, vous allez augmenter votre rentabilité en plus du bonheur qu'il y a du bonheur général qu'il y a dans votre entreprise. Donc, imaginez, pendant que le hamster se fait aller, la performance diminue. J'entends par hamster, vous savez, c'est la petite voix qui est à l'intérieur de notre tête qui nous dit « T'es pas bon, fais-le pas, ça sert à rien, t'es pas bonne, tu y arriveras pas, t'es pas né pour ça, etc. » Cette petite voix-là qui nous dénigre un petit peu, on l'appelle le hamster. On le surnomme ainsi. Donc, moi, je vous demanderais d'écrire sur une feuille c'est quoi les émotions vécues
quand, par exemple, là, on a une statistique qui dit que 7 salariés sur 10 estiment ne pas être reconnus à leur juste valeur. Donc, moi, ce que je vous demanderais de faire, c'est d'écrire sur une feuille quand un employé ou vous-même, vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, c'est quoi les répercussions de ça au niveau des déceptions vécues? Par exemple, la déception, la frustration, on sent d'injustice, on peut rêver d'un ailleurs meilleur, on n'a pas envie d'en faire plus que demander parce que, de toute façon, notre travail n'est pas reconnu. Le sentiment de ne pas être à sa place et surtout d'être remplaçable. Et aussi, on est plus motivé pour absorber les cancans, soit les rumeurs, et les intégrer. Donc, s'il y a une mauvaise rumeur qui court, quand on ne se sent pas reconnu, ben on est porté à accepter cette rumeur-là comme étant une vérité beaucoup plus que quand on est heureux. Donc, commençons par notre premier sujet, le bonheur. J'ai oublié de changer mes numéros. Ça se peut que les numéros en haut, 1.1, là, ça marche pas dans les autres diapositives. C'est pas grave, je poursuis. Donc, le bonheur au travail, c'est écologique en plus d'être une grande valeur ajoutée pour votre image de marque. En plus d'être rentable, il faut pas l'oublier. C'est quoi le bobo qu'on peut rencontrer ici? En fait, il y a les exigences du changement social qui se fait présentement. Comme je disais tout à l'heure, une entreprise qui n'est pas bonheur responsable, d'ici 10 ans, là, ça va paraître mal. J'y travaille d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Aussi, il y a la Deuxième Guerre mondiale, où depuis ce temps-là, les méthodes ont énormément changé. Donc, votre image corporative passe par l'image... En fait, votre image corporative, pour être acceptable d'ici les 10 prochaines années, ben, vous allez devoir être bonheur responsable, selon moi, en tant qu'entreprise. Et il va falloir faire les preuves de ça aussi. Parce que il existe des entreprises qui font la promotion, qui mettent le bonheur de leurs employés en avant, mais en réalité, c'est une parure. Où ils mettent quelques éléments de bonheur, mais c'est pas un gros management du bonheur comme moi. Je vais vous l'enseigner, là. Donc, les résultats sont pas là, puis là, ils vont dire « Ah, ça marche pas, le bonheur au travail. » Mais oui, mais t'as-tu donné des efforts ou t'as fait juste 2-3 petites choses qui font pas gros différence? Il faut se donner les moyens aussi, là. Donc, moi, je vends pas le bonheur magique, je vends le bonheur qu'on forge avec les efforts, la sueur. Donc, je reviens à ma présentation ici. Il y a aussi les milléniums, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec des nouveaux diplômes. C'est plus comme dans la Deuxième Guerre mondiale où les gens étaient mal éduqués et puis là, ils se trouvaient un job pour l'argent. Et... donc, les milléniums, aujourd'hui, oui, le salaire est important, mais le bonheur au travail est important pour eux. Ils sont très faciles à changer d'emploi s'ils ne se sentent pas sur leur X, c'est-à-dire à leur place, là où ils se sentent bien. Donc, ils ont ces exigences d'avoir du bonheur au travail, d'avoir une certaine... faut que ça remplisse un peu leur développement personnel aussi. Ça touche le travail. Veux pas, ça touche toute ta vie, ça. Donc, eux, ils trouvent ça important de pas faire comme leurs parents. Je travaille pour un salaire, peu importe la job où je vais. Je suis malheureux à mon emploi, mais j'ai un salaire, je paye le loyer, je paye la nourriture. Et c'est ça la vie. Pour les milléniums, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça devient une condition d'embauche. Si vous voulez recruter les meilleurs milléniums, les meilleurs candidats qui sortent de l'école,
ben avoir un management du bonheur au travail, c'est très vendeur auprès d'eux. Donc, aussi, la qualité de la formation de toute la population en général a grandement augmenté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, une majorité des gens embauchés dans les usines, comme on voit sur la photo, étaient analphabètes. On leur montrait une gestuelle répétitive qui ne demande pas à réfléchir. Mais aujourd'hui, dans nos entreprises, rares sont les employeurs qui ne demandent pas un minimum de secondaire 5, c'est-à-dire le lycée complété. Donc, et puis en plus, ben les tâches qu'on a à faire aujourd'hui sont beaucoup plus spécialisées. Donc, on a besoin un peu plus de cohérence qu'avant, que l'employé puisse réfléchir un petit peu. Puis ça, je vais vous le montrer au travers de mes vidéos à un moment donné quand je vais parler de SST. SST, c'est santé et sécurité au travail. Donc, ça, il y a des normes. Tout employeur doit avoir de la prévention, au moins de la prévention, puis de la sécurité et de la santé au travail. Et de plus en plus d'exigences. En fait, les normes d'une bonne gestion de santé et sécurité au travail incluent la qualité de vie au travail et le bonheur au travail. Il faut penser aussi que dans le temps de la guerre, il y avait beaucoup plus de famine. Alors les gens étaient prêts à accepter n'importe quel job pour une bouchée de pain. Mais aujourd'hui, les milléniums sont beaucoup plus capricieux. Mais aussi, les employeurs prennent conscience qu'embaucher n'importe qui, c'est peut-être pas la meilleure chose pour augmenter les performances. Si ça marche à certains endroits, ça marche plus bien à certains autres endroits. Et plus on évolue, même avec la crise du COVID, on s'en va vers un monde où les gens veulent être meilleurs, les gens vont pas passer au travers de toute cette crise-là sans demander un certain changement au niveau de la bonheur responsabilité, que ce soit au travail, à la maison ou en communauté, ou même le bonheur citoyen. Le bonheur citoyen, c'est le bonheur, on travaille pour notre bonheur, mais on travaille aussi pour celui des autres, pour son voisin, pour les jeunes qui vont suivre, les générations suivantes. C'est aujourd'hui que ça se travaille. Donc, on veut tous que nos enfants aient un meilleur monde, une meilleure vie. Ben, le bonheur au travail, je pense que c'est une belle place pour commencer à avoir ce changement-là. D'autant qu'on sait que les gens, si ils font des actions qui les rendent plus heureux au travail, ben ils vont expérimenter ça aussi à la maison. S'il y a un bienfait, il y a un gain qu'ils ont au niveau de leur bonheur. Donc, le bonheur visite l'écologie. Solution. Là, je vais vous parler un petit peu plus de solutions. Donc, comment on fait pour devenir graduellement bonheur responsable? Premièrement, on réfléchit. C'est quoi nos besoins en tant que bonheur? C'est quoi les pollutions au bonheur? Vous pouvez, à partir de là, vous faire un plan d'action et un plan de prévention. Vous pouvez ainsi vous construire une charte du bonheur et de la pérennité au travail. Parce qu'on veut un bonheur durable. Et là, je vous donne pas une recette que vous allez appliquer une journée et puis il y a des résultats miracles. Je vais vous donner des recettes qui sont à expérimenter au quotidien. Mais le tout sans trop alourdir non plus vos tâches au travail parce que on veut pas devenir non plus à temps plein des chercheurs de bonheur. Il y a d'autres tâches à faire pour que l'entreprise puisse prospérer aussi. Il y a des trucs à vendre, en tous les cas. Donc, moi, je vais essayer de vous enseigner le bonheur pour que vous ayez de la performance accrue et non l'inverse.
il y a un truc facile que je donne à tous les débutants, c'est augmenter ce qui va bien. Faites l'inventaire de ce qui va bien et pigez par-ci par-là ce que vous pouvez faire pour augmenter ce qui va bien. Et juste ça, d'ici 2-3 semaines, vous devriez avoir des résultats. Donc, regardez ce qui va bien, puis planifiez ce que vous pourriez faire pour que ça aille encore mieux. Et ça, c'est un entraînement aussi. C'est pas juste un petit truc, un petit exercice que vous allez faire une fois. Vous commencez par une chose facile à modifier, puis tranquillement, pas vite, vous ajoutez vous regardez ce qui va bien, puis vous modifiez pour que ça aille encore mieux. Des trucs qui sont plus difficiles à modifier pour que ça aille encore mieux. Donc, ainsi, progressivement, en parallèle, et aussi, quand vous allez avoir vos premiers résultats, ben peut-être là, vous pourrez expérimenter l'implantation d'outils, de méthodes, d'habitudes exprès pour augmenter le bonheur au travail, ben, le bonheur général de chacun. L'ambassade du bonheur ne promet pas le bonheur à tous vos employés. On n'a pas de recette miracle. Un employé malheureux qui est né malheureux et qui tend à être malheureux, on va pouvoir améliorer son bonheur. Mais si sa constitution fait en sorte qu'il est très négatif, ben ça prend beaucoup d'entraînement, mais en même temps, on peut pas exiger à vos employés de s'entraîner à ce point-là. Donc, moi, je peux vous promettre d'augmenter le bonheur général de votre entreprise, mais pas le bonheur spécifique d'une personne en particulier. Ça serait pas logique non plus. Donc, c'est à chacun de toute façon à faire sa part. Et moi, j'aime bien vous mettre dans l'action, donc c'est à vous de créer votre bonheur. Moi, je vous fournis les outils pour vous faciliter la tâche. Mais c'est à vous de vous relever les manches pour provoquer le bonheur. C'est ça, être bonheur responsable. C'est être responsable de son bonheur à soi, ben celui des autres. Parce que si tout le monde prendrait soin du bonheur de soi-même et des autres, dans le respect du collectif et de l'individu, ben je pense que on aurait une société beaucoup plus équilibrée où tout le monde peut en jouir sans dévaster la planète de profit, en tout cas vous me suivez. Donc c'est important, je pense, d'expérimenter toutes ces choses-là. Poursuivons. Ensuite, donc attention, l'idée est plutôt d'entraîner progressivement chacun. Donc c'est ça, il y a une discipline, c'est pour ça que j'appelle ça bonheur responsable. Donc, c'est s'entraîner progressivement chacun à prendre sa responsabilité, à être beaucoup plus conscient de son impact bonheur. C'est collectivement mettre chacun la main à la pâte et donner l'effort de faire exprès pour augmenter son bonheur et sa qualité de vie au travail. Donc, augmenter son bonheur pour soi et pour le collectif. Il ne faut pas oublier les patrons, souvent sont les grands oubliés du bonheur au travail. Mais à l'ambassade du bonheur, on inclut tout le monde, même les patrons. Donc, les bienfaits du management du bonheur au travail expérimentés en entreprise sont reproduits à la maison. C'est sûr que si vous mettez en action certaines actions, et que les employés découvrent que ça leur fait du bien et qu'ils peuvent reproduire ça à la maison, ben, et que ça risque de leur apporter aussi du bien à la maison. Ainsi, les entreprises sont les mieux placées pour créer une société bonheur responsable. On ne pourra pas aller dans toutes les maisons et implanter une culture du bonheur au travail dans chacune des familles individuellement. C'est pas logique. Par contre, commencer au travail, déjà là, à former les entrepreneurs, les managers
et les personnes des ressources humaines à implanter une culture du bonheur au travail et aussi à utiliser le management du bonheur au travail de façon à ce que ce soit rentable pour l'entreprise. Donc, à partir de là, si les bienfaits sont faits aux humains, je pense que les humains ils vont vouloir reproduire ça à la maison. Et puis, je pense que ça pourrait même, un jour, si les entreprises adoptent des attitudes et des responsabilités bonheur, je recommence. Si les entreprises adoptent des attitudes et des responsabilités bonheur responsables, un jour, les politiciens eux aussi n'auront pas le choix de suivre et d'inclure des politiques bonheur responsables et bonheur citoyen dans leurs programmes et leurs campagnes électorales. Donc, ici, une petite blague et en même temps, je vous invite à faire un petit exercice. Sortez crayons et papier. Donc, le meilleur moment du travail est quand vous êtes de retour à la maison en fin de la journée. Enfin, la journée terminée. C'est ce que j'allais dire, mais je me suis trompée. Donc, imaginez les impacts sur la productivité de changer cette psychologie positivement. C'est-à-dire que la moyenne des gens, c'est de retourner à la maison en se disant « Ah, ça c'est le meilleur moment de la journée, je suis libre maintenant. » Donc, s'ils se sentent libres après leur travail, c'est qu'ils se sentaient en prison durant leur travail. Vous voyez la nuance? Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez comme exercice, c'est de vous imaginer les impacts sur la productivité si on change cette psychologie-là dans la tête des gens de votre entreprise. Est-ce que ça va changer quelque chose si les gens... le meilleur moment de la journée, c'est pas juste à la maison. Je dis pas que c'est aussi au travail. Il y a des moments au travail où il y a des meilleurs moments là aussi et puis ça nourrit aussi ce qu'on vit à la maison quelque part et vice versa. Donc, l'ambassade du bonheur. Ici, je vais vous présenter un petit peu l'ambassade du bonheur. Qu'est-ce qu'on est, qui on est, en fait, où est-ce qu'on s'en va, entre autres. Donc, nous, on crée des outils, des divertissements et des activités pour prendre son bonheur en main. Dans ce cas-ci, c'est le bonheur au travail en main. Donc, pour y arriver, on utilise, notre spécialité, c'est la gestion de projet et la psychologie positive. La psychologie traditionnelle aussi, on l'utilise beaucoup pour comprendre et trouver des solutions à certaines problématiques qui empêchent le bonheur au travail. Comme je viens tout juste de dire, on ne donne pas de recette miracle. On n'a pas de bonheur magique. On incite les gens à prendre leurs responsabilités pour augmenter le bonheur à la place. Faire exprès pour être plus heureux, ça demande un effort. Pour chacun, pour le collectif, pour la communauté. Ça demande des efforts. Un petit peu de discipline. Surtout au début, à un moment donné, la discipline, on finit par l'acquérir. Mais ça demande de l'entraînement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Développer des attitudes et des habitudes et des automatismes positifs. Ça se passe par l'entraînement. C'est comme un sport. Si on veut développer des nouvelles habitudes alimentaires, il faut s'entraîner à bien manger ou à faire de l'exercice. On n'y échappe pas. Mais le bonheur, prendre son bonheur en main, en fait, c'est une certaine discipline. Donc, pour arriver à augmenter son bonheur, il faut définir nos besoins et problématiques relatifs au bonheur au travail. Il y a la planification de solutions et de stratégies d'action. Naturellement, prévenir, c'est mieux que guérir. Prévenir les malheurs, puis avoir des solutions déjà décrites d'avance,
c'est quelque chose. J'oublie tout le temps de regarder ma caméra. Vous m'en excuserez, j'essaie de me corriger. Aussi, naturellement, je lis mes notes, donc c'est pas facile. Je poursuis. On arrive à une deuxième problématique. Oups, on répète un petit peu ici ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je vais passer à la suivante. Donc, ah oui, ça c'est pour les trucs pour diminuer la souffrance invisible. Ok, c'est redondant avec tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais je vais y aller un petit peu improvisé pour vous faire le lien. Je me suis trompée de diapo, je pense. Donc, truc pour diminuer la souffrance invisible et silencieuse. Mais ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on a vu plus haut. En fait, quand il y a de la souffrance invisible et silencieuse, oui, ça se peut que peut-être une personne peut avoir de la douleur physique. Ça, on le sait tous que ça peut arriver pour mille et une raisons. Mais il n'y a pas juste cette souffrance-là au travail. Il y a des frustrations, des jalousies, des incohérences, des impatiences, des grincheux chroniques. Parfois, on peut avoir un grincheux chronique qui abuse durant la journée. Donc, il y a des abus de pouvoir qui peuvent se présenter, qui empêchent le bonheur d'être là, qui rend malheureux, qui fait souffrir en silence. L'intimidation aussi. Puis aussi la timidité bloquante, disons que ça faisait plus de sens tout à l'heure. Mais ça pourrait être une souffrance qu'on vit aussi en entreprise. Le mobbing, c'est la destruction volontaire d'un employé. Quand on est victime de mobbing, imaginez la souffrance qu'on peut vivre. Et ceux qui conspirent le mobbing, en fait, eux aussi, ils sont pas heureux. Parce que quand on est heureux, on cherche pas à nuire aux autres. Il y a le principe de Peter, quand on est incompétent à son poste, on peut avoir la peur d'être régressé dans son poste. On peut avoir quand on touche l'incompétence, on peut être avec des confrères incompétents et puis ça rend notre journée très lourde parce qu'on est tout le temps en train de guérir, de soigner les erreurs des incompétents quelque part. C'est très énergivore. Donc, ça joue beaucoup sur la performance, là. Puis, il y a tout type de sabotage et d'attitude toxique consciente ou non à l'entreprise qui peut se passer dans l'entreprise. Ben, ça nuit au bon fonctionnement du travail. Les petits trucs, solutions que je pourrais vous donner pour modifier un peu la tendance, c'est déjà d'emblée, comme je le disais tout à l'heure, définir les besoins, les problématiques que vous avez. C'est de mettre des mots sur les mots qui peuvent exister dans votre entreprise. Déjà de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Déjà, ça nous donne des pistes de solutions, comment régler les problèmes. Donc, à partir de ces mots-là, de ces mots A-U-X, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ou pour guérir ce qui se passe en ce moment dans mon entreprise. Le bonheur, c'est prouvé, c'est scientifique. Là. Les chercheurs ont fait des recherches. Je pense à Lucie Mandeville qui est ici au Québec. Le bonheur, c'est prouvé, ça diminue la souffrance. La sensation de souffrance, que ce soit physique ou psychologique. Même physique. Quand t'es heureux, là, t'as moins de douleur. Puis quand t'es malheureux, c'est le contraire. Ta douleur est plus forte. Même la douleur physique. Vous expérimenterez ça à un moment donné quand vous avez de la douleur. Vous vous demandez comment je me sens. Est-ce que je suis dans un moment plus heureux ou si je suis dans un moment plus malheureux. Et puis quand on est plus malheureux, la douleur est beaucoup plus forte. Ça, c'est prouvé, là. Même l'Institut de cardiologie de Montréal en parle. Donc, c'est pas juste la psychologie.
Définir des stratégies préventives et des actions concrètes, naturellement, en mettant des mots sur les mots. On peut définir des stratégies pour pas que ça arrive ou des actions pour contrer déjà s'il y a des dégâts de fait déjà dans l'entreprise. Naturellement, à l'ambassade du bonheur, on a des trucs et des astuces et des outils qui nous viennent de la gestion de projet, entre autres, pour vous aider à définir ces stratégies-là et ces actions concrètes. Je vais juste prendre une petite gorgée. Je suis en train de perdre la voix. Ensuite, s'outiller de l'intelligence collective. Excusez-moi. Pardon. Donc, s'outiller de l'intelligence collective, de la gestion des émotions et du renforcement positif. Il faut savoir utiliser ces outils-là. Excusez-moi, c'est mon chat qui parle. Donc, utiliser ces outils-là, c'est très performant. Ça aide à la performance. L'intelligence collective. Vous avez plusieurs cerveaux pour régler un problème plutôt qu'un. Et quand tout le monde met la main à la pâte, c'est magique, ça. Quand tu goûtes à l'intelligence collective, avec des résultats, c'est le fun. C'est vraiment un outil qu'on a sous-estimé très longtemps. Il y a la gestion des émotions. Naturellement, apprendre à gérer ses émotions, c'est pas donné à tout le monde, je sais bien, mais déjà de comprendre comment les émotions fonctionnent, ben ça aide à les manager en quelque sorte. Et connaître les émotions, c'est aussi savoir comment déjouer ces émotions-là si elles sont négatives et apportent des choses plus négatives. Donc, il y a aussi le renforcement positif. Ça, le renforcement positif, c'est très simple. C'est au lieu de punir votre enfant parce qu'il fait quelque chose de pas bon, que vous aimez pas, c'est plutôt d'orienter son attention vers quelque chose qu'il aime. Comme ça, quand il prend son attention sur quelque chose qu'il aime, il oublie totalement la chose que vous voulez pas qu'il fasse. Donc, c'est une façon comme de contourner, sans punir les personnes d'une attitude qu'ils ont, par exemple. Le renforcement positif est très, très utilisé en psychologie et dans les sports, à l'école, naturellement. Le renforcement positif, c'est plus efficace que la fessée, par exemple, ou la punitance. Mais il faut savoir l'utiliser. Et ça, ça demande un peu de formation, mais pas nécessairement de la formation, de l'information, je dirais, mais aussi de la pratique. Parce que plus on pratique ça, plus ça devient facile de l'utiliser pour gérer les attitudes. Donc, si j'ai une statistique un peu amusante, je parle des millénaux. Ils sont différents. Et la statistique qui nous vient d'une étude de cabinet conseil Gallup nous dit que les millénaux, eux, comment ils aiment le travail au bonheur, comment c'est important pour eux le bonheur au travail. En fait, je recommence, je suis tout en train de mélanger. Je recommence pas tout ça pour ce petit bafouillage. Je poursuis. Donc, les millénaux sont vraiment différents de ce que les décennies plus tôt sont au travail. Comme j'expliquais tout à l'heure avec la Deuxième Guerre mondiale en comparaison, même il y a 20 ans, 30 ans, les millénaux qu'on a aujourd'hui sont tellement différents. Donc, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ne travaillent pas pour l'argent, mais pour faire œuvre utile, pour faire une œuvre utile. Ils ne cherchent pas le plaisir au travail, mais l'épanouissement. Donc, on va pas au travail pour jouer puis trouver ça amusant toute la journée, là. Avoir du plaisir, c'est important, mais c'est encore plus important de s'épanouir. Aussi, faire de l'argent, c'est important, mais c'est encore plus important de faire une œuvre utile avec le travail qu'on fait.
Les milléniums ne veulent pas un patron, mais un coach. Donc, si vous êtes un patron qui dicte quoi faire, c'est plus ça maintenant. Ça prend un coach qui enseigne quoi faire. Grosse nuance. Il y a des méthodes pour y arriver, pour pas que ça devienne trop compliqué pour les gens qui font la transition entre coach et patron. Ensuite, ils ne veulent pas une évaluation de leur performance annuelle. Ils veulent par contre un feedback constant. T'es beau, t'es bon, t'es dans la bonne voie. Ça, c'est important. Donc, il y a un contact humain qui ont besoin que, tu sais, avant, tu donnais la performance de l'employé une fois par année. Hey, t'as eu des bonnes performances cette année, je te donne une augmentation. Les milléniums, c'est pas tout à fait ça, eux. C'est vraiment le feedback. Vous passez derrière eux, puis vous leur demandez ça va bien, tu t'arranges bien dans tes tâches. Et juste cette question-là leur fait un bien fou. Donc, c'est de se sentir important quelque part, c'est de se sentir... c'est de sentir qu'on est reconnu un peu dans la place aussi, le feedback. Et bien, ça dit aussi, est-ce que je travaille bien, est-ce que je travaille pas bien, je suis sur la bonne route, je suis moins sur la bonne route. Il y a des employés qui en ont plus besoin d'une attitude comme ça. Il y a d'autres employés qui vont trouver ça un peu maternant. C'est à vous de jauger, d'apprendre à connaître un petit peu vos employés et de jauger à celui qui a le plus besoin de feedback. Mais en général, ils ont tous besoin de feedback. C'est juste de doser pour pas qu'il y en a un qui se sent trop feedbacké et l'autre qui se sent pas assez feedbacké. Bref, vous suivez ce que je veux dire. Ils ne veulent pas combler leurs lacunes, mais déployer leurs talents. Donc, leur dire qu'ils sont pas bons, c'est pas la meilleure façon. Mais leur dire qu'ils pourraient développer de meilleurs talents et leur donner les ressources, telles une formation, par exemple, là, ça les intéresse. Donc, la formation continue en entreprise. Si les anciens aimaient moins les formations dans l'entreprise, les milléniums, eux, c'est un petit peu le contraire à ce niveau-là. Ils adorent les formations qui leur donnent un plus dans leur CV, qui leur donnent un plus dans leur expérience de vie, qui leur donnent un plus dans leur épanouissement général. Donc, les millénaux ne veulent pas gagner leur vie, mais simplement la vivre. Et le travail en fait partie. Donc, les anciens disaient, moi, je vais travailler pour gagner ma vie. Ça veut dire quoi? Pour payer le loyer, payer les petits bonbons, etc. Mais les milléniums, eux, leur travail, gagner sa vie, c'est pas ça la vie. Mais vivre sa vie et le travail fait partie de l'épanouissement qu'on peut faire dans une vie. Ça les parle. Ça leur parle. Contrairement aux anciens. Gagner sa vie, contrairement à vivre simplement sa vie, on a tous 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine. Quand on dit qu'on va gagner sa vie, c'est beaucoup moins motivant que de dire que je m'en vais vivre ma vie au travail. On est 8 heures par jour au travail, 5 jours sur 7 en moyenne. Alors, gagner sa vie, on est dans le malheur. Mais si le travail fait partie de ta vie, fait partie de ton épanouissement, fait partie d'une normalité aussi, ben ça devient quelque chose qui est épanouissant, donc qui nous rend heureux. Donc, c'est l'équilibre de l'humain, quelque part, de se sentir bien au travail, puis que ton travail fait partie de ta vie, et non, je vais au travail pour gagner ma vie, parce qu'il faut que je paye le loyer. Donc, je suis 8 heures au travail, mais je suis malheureux au travail, parce que c'est pas ça que je ferais. Moi, si j'avais 1 million, je ferais
ben, je ferais d'autres choses, c'est certain. Mais la réalité pour beaucoup, c'est pas ça. Donc, ils vont travailler parce que s'ils vont pas travailler, le loyer, ils vont se ramasser à la rue. Mais n'oubliez pas que l'employeur, c'est lui qui écope de tout ça parce que quand un employé pense comme ça, où est la performance? Bref, c'est... bout à bout, mis bout à bout, ces petites choses-là font que ça coûte cher à l'entreprise. Alors que si le management du bonheur serait là déjà dès le départ, quand on ouvre une entreprise, là, je vais dans un monde idéal, là, mais vous imaginez que les gens dans votre entreprise se sentent à leur place, se sentent valorisés. C'est quoi la différence dans la tête des gens et quand on est bien, on a le goût de performer. Pensez-y, vous êtes fait comme ça, tout le monde est fait comme ça. Quand vous êtes fier du travail que vous faites, de l'œuvre que vous accomplissez, comment c'est nourrissant, il faut aller chercher ça aussi pour les employés. Comment? Ben, il y a des trucs. Je vous les donne pas ici, mais il y a des astuces, il y a des trucs qui vous permettent de créer ça avec facilité. Donc, avec les millénums, avec eux, il faut tenir compte de passer de ma paye à mon œuvre. Donc, eux, ils aiment beaucoup que leurs tâches servent à un résultat, quelque chose qui fait du bien à un humain quelque part. Passer de mon fun, de mon plaisir à mon épanouissement. Donc, la génération ancienne est très axée sur le plaisir. Alors, les jeunes aujourd'hui, eux, ce qui est important, c'est l'épanouissement. Oui, s'amuser, c'est important, mais s'épanouir, ça fait partie du plaisir, de toute façon. Passer de mon patron à mon coach. Moi, mon patron, il est tellement gentil. Il m'aide il m'aide, il me forme, il me fait grandir. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Passer de mon évaluation de performance annuelle à mon feedback constant. Donc, c'est pas tout le temps d'être en arrière de la personne pour go, vas-y, t'es capable. Je vous demande pas d'être tout le temps derrière vos employés à agir comme ça, mais c'est de donner un feedback régulièrement. Pas une fois par année, mais peut-être une fois par jour, une fois par semaine ou deux. Passer de mes lacunes à mes talents. Donc, quand vous avez un millénum, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Donc, la tendance, c'est de cibler. Tu dois améliorer ci, tu dois améliorer ça. Alors là, on fait du renforcement positif justement ici. Alors que en soulignant les talents, on augmente ce qui va bien chez le millénum. Et ça, ils adorent ça. Donc, regardez, essayez de dénicher les talents de chacun et misez là-dessus. Vous tromperez pas. Passer de ma job à ma vie. Donc, comme on disait, passer de ma job à ma vie, ça veut dire, moi, quand je vais travailler, ça fait partie de ma vie, de mon épanouissement. Donc, si je suis pas heureux au travail, ça marche pas. Pour un millénum, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Il faut que mon travail me serve d'outil, soit un des éléments de mon épanouissement dans la vie. Donc, mon troisième sujet, donc changer les mœurs. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le pouvoir et les responsabilités, c'était le lot des patrons et des représentants. Aujourd'hui, les salariés ont plus d'éducation et acquis des habitudes qui les rendent plus responsables, plus autodidactes et plus autonomes qu'à cette époque-là. Dans leur vraie vie de tous les jours, la plupart des gens font ce qu'ils ont à faire. Ils vont porter les enfants à la garderie à l'heure,
quand ils prennent un engagement, ben ils la respectent. La plupart des gens, là, ils font ce qu'ils ont à faire. Et là, ils arrivent au travail, ils sont surveillés sur tous les bords, tous les côtés, à savoir où est-ce qu'ils pourraient faire des erreurs. Ça marche pas, là. On n'est plus comme ça. Il faut changer cette attitude-là. Donc, le management traditionnel va devenir graduellement désuet. Parce que ça encourage l'incompétence inconsciente, surtout. L'impact négatif sur la productivité générale, ça a l'impact sur la motivation, les performances, le sabotage, les cancans, soit les rumeurs, le flow, c'est-à-dire la concentration. Quand tu es heureux au travail, tu es pas mal plus concentré que quand tu es malheureux puis tu penses à tes bobos. C'est pas la même chose. Donc, générateur de souffrance et de malheur invisible. Donc, quand on manage un petit peu comme un policier à surveiller nos employés, à leur dire qu'il faut pas qu'ils ont 2 minutes de retard, c'est dramatique. Vous les surveillez, vous surveillez qu'ils vous volent pas, vous surveillez tout, leurs faits et gestes et tout ça. Ça les met pas en confiance. Ça génère de la souffrance. Et ils vivent beaucoup de malheurs intérieurs, silencieux, invisibles. Mais ils vous le diront pas parce qu'ils veulent pas perdre leur emploi. Ils veulent rester... ils veulent que vous ayez une image d'eux gentille, alors, mais dans le fond d'eux-mêmes, ils sont peut-être malheureux. Donc, changer les mœurs des responsabilités citoyennes, professionnelles et individuelles de chacun. En entreprise, ça se traduit... Mon chat, il est tannant. Ça se traduit ainsi la pyramide traditionnelle des pouvoirs visite le cercle contemporain des pouvoirs et libertés. Attendez juste une petite seconde. Ok, c'est parfait. Mon chat prend son souffle. Donc, traditionnellement, je vais fermer la porte. Elle est trop tannante. Je vais enfermer l'autre côté. Laisse-moi la porte. On va avoir 2 portes qui nous séparent. Je vais pas l'oublier. Donc, c'est ça. Dans le management traditionnel, le pouvoir est divisé en pyramides. Au bout de la pyramide, il y a le PDG. Ensuite, il y a les directeurs, les responsables, les chefs, les ouvriers. Tous les pouvoirs et les libertés sont exclusivement le privilège de ceux qui sont au haut de la pyramide, alors que ceux qui sont sous la pyramide, dans le bas de la pyramide, exécutent les directives et ils ont peu de pouvoir et de liberté. Alors que dans les managements plus contemporains, je pense au management agile, ça fonctionne plus comme un cercle où le PDG fait partie du cercle. Donc, on mélange un peu tout le monde, comme une famille finalement. Mais pour que ce soit cohérent, que ça ne devienne pas l'anarchie, il faut délimiter un peu le pouvoir de chacun. C'est ce que j'appelle le cercle des libertés collectives et individuelles. Donc, il y a un certain encadrement des libertés qui sont définies en collaboratif. Il y a le cadre des pouvoirs que chacun peut avoir et le collectif. En définissant ces cadres-là, ça limite des pouvoirs, ça limite les pouvoirs définis. Donc, il n'y a pas d'anarchie. Tout le monde doit suivre comme un peu la règle établie collectivement. Je dis collectivement parce que si vous établissez juste des règles en tant que PDG, vous dictez vos règles, c'est pas la confiance que vous allez développer. Alors que si vous le faites en collectif, définir les libertés et pouvoirs autour d'un poste de travail, par exemple,
naturellement, tout le monde va se sentir concerné, responsable. Et quand on choisit, c'est difficile d'aller en sens contraire. Donc, quand vous impliquez vos collaborateurs dans la définition du pouvoir et des libertés, ils vont avoir plus tendance à suivre ces règles-là que si vous ne les impliquez pas et que vous, au contraire, vous arrivez et puis vous dites, vous dictez en fait vos règles. Le respect n'est pas le même. L'impact n'est pas le même. Puis à long terme, à moyen et long terme, on s'entend-tu que la performance, c'est tellement différent. Ça commence en entreprise. En fait, changer les mœurs des responsabilités citoyennes, professionnelles et individuelles de chacun, ça commence en entreprise car c'est plus facile d'acquérir des habitudes à reproduire à la maison et dans la société par la suite. Donc, ici, je vous donne des solutions. Palper les impacts et bénéfices positifs d'être bonheur responsable en expérimentant certains outils. Par exemple, je vous ai donné un truc tout à l'heure, augmenter ce qui va bien. Déjà, d'expérimenter ça va vous faire comprendre que manager le bonheur, ça peut être bénéfique. Les employés reproduisent les attitudes bienfaitrices et le font découvrir à leurs enfants par la suite et à leur communauté. Aussi, comme je disais un petit peu au début, les normes de santé et sécurité au travail, soit la SST. En fait, les entreprises ont une responsabilité juridique, criminelle et civile. Chaque entreprise a une obligation de résultat en santé et sécurité au travail. Vous ne pouvez pas arriver devant le juge et dire « je savais pas ». Vous avez l'obligation de résultat en santé et sécurité au travail. Donc, l'employeur a une énorme responsabilité et aujourd'hui, les normes du travail incluent la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Ça fait partie des critères exigés par les normes et les lois de la SST d'aujourd'hui, en fait. Le management du bonheur au travail permet de répondre à ce volet demandé par la SST. Donc, je retourne ici une petite citation. Vous avez ici, excusez-moi. Comme d'habitude, mes citations, je vous amène à sortir papier-crayon pour faire un petit exercice. Vous allez imaginer les différences des impacts. Si, par exemple, là, je vais dans la caricature, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde! Ah non! Ça, c'est mon justificatif de travail pour le job de merde que vous m'avez proposé. Donc, obligé d'accepter des offres d'emploi raisonnables, ça vous donne des employés de la même qualité. Donc, si c'est le bureau de Pôle emploi, ou ici au Québec, je me souviens plus de l'assurance emploi, je pense que c'est ça l'équivalent. Donc, si par exemple, c'est eux qui placent des gens dans le poste que vous offrez, ben la qualité de l'employé que vous recrutez n'est pas la même que si vous recrutez un employé bien ciblé, que vous avez ciblé pour le bonheur au travail et, comment je pourrais dire, tu sais, le système qu'on a aujourd'hui fait en sorte que cette caricature-là, c'est pas mal souvent ça qui arrive. Du moins, c'est ce qui est populaire quand on cherche un emploi, par exemple. On tombe dans ce système-là où, vite, il faut que je me trouve un job pour payer le loyer. Donc ça a des répercussions. Et c'est là que je veux que vous sortez votre crayon. Vous allez écrire le système, s'il continue comme ça, c'est quoi les impacts?
Et c'est quoi les impacts si, par exemple, on changerait ce système-là et que les employés doivent se trouver un job où ils doivent être heureux, en partie au moins, où ils vont se sentir bien à leur place. C'est quoi la différence si le système changerait versus à aujourd'hui? Aussi, si vous stoppez cette catastrophe-là à la source, c'est-à-dire que, là ici je fais référence un petit peu à quand quelqu'un donne par exemple, si un employé quitte l'emploi, je cherche mes mots, là, il commence à être tard. Si un employé cherche un emploi, vous démissionne de son emploi, vous avez 15 jours dans le système qu'on connaît, vous avez 15 jours pour... Il y a 15 jours à vous donner. Moi, dans 15 jours, je quitte l'emploi et vous avez 15 jours pour recruter un remplaçant. Ce qui vous met dans une certaine urgence. Donc, si vous voulez combler vite un poste, vous allez rentrer dans le système public, si on veut, et puis là, vous allez dire, OK, j'ai besoin de quelqu'un d'ici 14 jours, ça presse, on met des annonces, et puis vous embauchez peut-être pas nécessairement la personne idéale pour le poste. Et c'est là que, à long terme, c'est tellement pas payant pour votre entreprise. Donc, il y a des répercussions à ça, et c'est à ça que je veux que vous pensiez. Quelles sont ces répercussions-là d'être obligé d'embaucher avec cette philosophie-là, versus si vous pourriez changer cette philosophie-là et prendre le temps de recruter la bonne personne pour un poste à combler. Là, on est un peu dans l'irréaliste parce que vous allez me dire, oui, mais si la personne démissionne ce matin, ça prend absolument quelqu'un pour la remplacer, peu importe si la personne aime son travail ou pas. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez prévenir un peu cette position-là avec des outils et c'est là que l'ambassade du bonheur peut vous aider. Et que nos vidéos peuvent vous apporter des outils aussi et des trucs intéressants à ce niveau-là. Vous voulez toujours fonctionner comme le système l'impose, oui ou non? Imaginez les différences avec une société qui est plus bonheur responsable, ou que ce soit du côté de l'employeur ou de l'employé. L'employé se cherche un job où il va se sentir bien. Et là, je parle pas de job idéaux, là, mais au moins qu'il se sente bien à son travail, c'est déjà un grand pas. Mais aussi que l'employeur ait un employé qui est à la juste valeur du poste à combler. C'est-à-dire que ce serait le fun d'être dans une société où du côté de l'employé, il y a le souci de trouver un job où il va être bien, et versus et de l'autre côté, l'employeur, lui, il cherche des gens qui vont être bien aussi dans son entreprise, au lieu d'embaucher un peu juste parce que ils ont déjà fait, juste, comment on dit ça, juste par l'expérience de travail, à un moment donné, ça bug quelque part, là. En résumé, donc on arrive à la fin de la vidéo. En résumé, on a vu que le bonheur au travail devrait faire partie de l'écologie. Ça fait partie d'équilibre de l'écosystème, si on veut. Aussi, c'est une valeur sûre à ajouter à votre image de marque corporative. Surtout, plus le temps avance, plus ça va devenir une norme, selon moi. Donc, on a vu aussi des trucs pour diminuer la souffrance invisible et silencieuse. Je vous ai présenté des stratégies préventives, augmenter la performance et diminuer des coûts et des gaspillages causés par le manque de bonheur, par les pollutions au bonheur, savoir changer les mœurs pour le meilleur. Donc, il y a des nouvelles méthodes de management qui peuvent vous permettre de déléguer par la confiance de façon à ce que ça ne devienne pas l'anarchie et que l'entreprise continue d'aller dans le sens que vous voulez, vous, qu'elle soit. Savoir
comment augmenter la rentabilité de votre entreprise grâce au management du bonheur. Donc, je ne vous ai pas tout présenté ici pour rendre le bonheur au travail un outil de performance, mais continuez à nous suivre et à visionner nos vidéos qui s'en viennent, nos contenus qui s'en viennent, et vous allez découvrir beaucoup d'outils justement qui vous permettent de manager le bonheur au travail et qui vont vous permettre de faire des profits et des économies. Pour terminer, en petit bonus, je voudrais vous présenter les 20 avantages des entreprises qui ont pris le virage bonheur responsable. Wow, le bonheur au travail, c'est rentable. À l'ambassade du bonheur, on veut vous le prouver. Le top 20 des avantages pour votre entreprise de Milité bonheur responsable au travail. Les répercussions de tout ça, c'est d'avoir moins de sabotage dans l'entreprise, moins de gaspillage aussi diverses. Il y a toutes sortes de gaspillages relatifs au malheur qu'on vit au travail ou le manque de bonheur. Moins d'absentéisme. Quand on est heureux, on s'absente moins. La raison est moins facile. Des répercussions psychologiques positives pour tous. Quand il y a une responsabilité sur le bonheur, tout le monde est gagnant, incluant le patron. La santé globale augmentée de l'entreprise et des individus qui l'habitent. Ça a des répercussions positives jusque dans les familles de chacun, parce qu'un employé heureux arrive chez lui beaucoup plus heureux souvent qu'un employé malheureux. Et quand on vit le malheur au travail, on amène ça à la maison. C'est plus difficile d'être heureux avec ses enfants quand on vit la merde au travail, en plus du trafic, le stress, blablabla. Ben, on arrive à la maison, on devient patient avec les enfants parce qu'on a eu une journée de merde. Donc, Milité bonheur responsable au travail, ça a une énorme répercussion au niveau des familles. Meilleure relation humaine entre collaborateurs. L'héritage à venir, un héritage et un avenir meilleur laissé aux jeunes qui vont suivre. Plus de présentéisme. Le présentéisme, contrairement à l'absentéisme, c'est la concentration au travail. Quand tu es heureux, c'est plus facile de te concentrer. Quand tu es malheureux, tu penses à tes malheurs. Les diagnostics sont plus précis et rapides. Votre employé va faire des diagnostics plus précis et rapides. Bref, le client va être plus content. Productivité et performance accrue en général. Aussi, ça attire les meilleurs candidats. Donc, c'est les candidats les meilleurs qui viennent vers vous parce que vous avez le souci du bonheur au travail et à un moment donné, le mot se passe. C'est rentable car ça a des répercussions positives sur la clientèle. Naturellement, un employé heureux a plus tendance à être heureux aussi avec le client et les clients, le bonheur étant contagieux, quand on est plus heureux avec le client est beaucoup plus satisfait aussi. Les répercussions positives sur la communauté environnante de la compagnie, c'est un petit peu la même chose que pour les familles, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est bonheur responsable va déteindre jusque dans la communauté qui l'environne. C'est immanquable. Il y a une grande influence positive sur beaucoup de gens quand vous êtes une entreprise qui prend le souci du bonheur au travail. Donc ça a un impact dans la vie de beaucoup de gens. Ça libère le patron. En fait, le patron peut devenir stratégiquement paresseux. Donc, c'est ce qu'on appelle les entreprises libérées. On libère les employés des patrons. Les patrons deviennent des coachs au lieu des boss. Et ça fait toute la différence. Aussi, il y a d'économies en argent, en temps et en ressources, naturellement. Les sabotages, les gaspillages, les absentéismes, ça coûte cher. Si on peut, avec le bonheur au travail,
travailler à ce niveau-là pour que les gens soient plus au travail, qu'ils aient plus envie de rentrer les lundis matins et les vendredis. Aussi, le sabotage. Naturellement, ça coûte cher en ressources. Donc, on peut sauver de l'argent beaucoup là. Et puis, naturellement, ça a une répercussion sur les clients, le bonheur au travail. Et ça irradie un petit peu sur le client. Donc, ça fait que le client il a le goût d'acheter plus souvent. Il a le goût de revenir chez soi dans notre commerce parce que, justement, c'est agréable. Il y a un souci du bonheur. Donc, ce bonheur-là, on le ressent dans le service à la clientèle, par exemple. Et aussi, le bonheur au travail, ça augmente votre image corporative. C'est un vrai plus pour votre image. Des employés fiers de l'entreprise. Des employés fiers de l'entreprise, ça parle en bien de l'entreprise. Des employés qui sont pas fiers, qui sont malheureux au travail. Par exemple, à Noël, dans la famille, ça parle pas bien de l'entreprise. Alors qu'un employé heureux, il va parler de son travail avec les pétillants dans les yeux. Donc, en conclusion, pour aller plus loin, nous offrons à l'ambassade du bonheur des appels découvertes. C'est gratuit. Profitez-en. Je vais vous faire découvrir des trucs, des astuces dont vous avez besoin pour votre entreprise à vous. On offre aussi du coaching et des conseils. Naturellement, on touche beaucoup la gestion de projet, c'est notre spécialité. Et on a une formation sur le bonheur au travail qui s'en vient prochainement. Surveillez-nous. Surveillez, donc la formation devrait s'afficher bientôt sur nos médias sociaux. Donc, suivez-nous, likez-nous, abonnez-vous, commentez-nous. Suivez-nous sur nos médias sociaux, entre autres Ambassade du Bonheur sur Facebook. L'adresse qu'on voit ici. Donc, www.facebook.com/Ambassade du Bonheur. Et là-dessus, je vous souhaite... Attends, j'arrive à la fin. Oui, c'est ça. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de journée ou de soirée. Et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, un peu longue, mais j'espère intéressante pour vous. Merci et de ce, je vous retrouve très bientôt. J'oublie de regarder la caméra encore. Bisous bonheur. Je vous envoie plein d'énergie positive et puis j'ai très hâte de faire la 3e vidéo de cette série pour vous retrouver. À bientôt!